Good morning, everybody, and welcome to the second day of the International Health Workforce Collaborative. And I'm really pleased for us to be kicking off this second day, our policy day, with a panel on the WHO review undertaken on health practitioner regulation. As I mentioned before, I'm Ivy Bergeau, and I would like to pass over now to Jean Moore, who's going to be the moderator for this session. Over to you, Jean. Thank you, Ivy. Hello, everyone. So for a little background, in 2021, the World Health Organization commissioned an extensive review of the literature on health practitioner regulation. Et la révision a été faite par une équipe de recherche de plusieurs pays. L'équipe a révisé la diversité des principes régulatoires afin de développer, appliquer et fortifier les règlements pour les praticiens de santé. En regardant cette révision et avec l'opinion d'un groupe d'experts techniques, l'OMS va bientôt donner un manuel sur les réglementations pour les professionnels de la santé. Aujourd'hui, nous allons avoir l'opportunité d'entendre des membres de l'équipe de recherche de l'OMS et de ce groupe d'experts techniques à propos de cette initiative importante. Nos présentateurs aujourd'hui sont Kate Leslie, une membre de l'équipe de recherche. Elle travaille à l'Université Athabasca au Canada. Nous avons Louise Carlton, une membre de l'équipe de recherche, une conseillère de politique senior pour le travail international en santé d'Australie. Et Viviane Lin, qui travaille à l'Université de Hong Kong. Giorgio Cometto travaille à l'OMS. Et lui aussi, il va présenter aujourd'hui, ainsi que Jisnu Das. Et il travaille à l'Université Georgetown et il est membre de l'équipe d'experts techniques. Donc, nous allons commencer avec Kate. Merci beaucoup, Jean. Je vais juste partager ma présentation maintenant. Donc, merci beaucoup tout le monde de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis bien contente de commencer notre discussion de panel et Louise va partager notre présentation aujourd'hui. Donc, je vais commencer à décrire un peu le processus de révision et puis après, c'est Louise qui va voir les conclusions clés de notre révision. Et puis après, nous allons donner la parole à Viviane. Donc, juste pour commencer avec un peu de contexte, comme Jean a mentionné, nous avons commencé en 2021. Notre équipe était menée par Viviane et a soumis un processus compétitif pour compléter la révision de la littérature mondiale sur la réglementation pour les professionnels de la santé. Et après, cette révision a été utilisée pour informer le manuel de directrice mondiale de l'OMS. Nous avons vraiment plusieurs connaissances dans notre rapport. C'était tout un effort d'équipe et on n'aurait pas pu compléter ceci sans plusieurs personnes. Et donc, j'ai juste indiqué ici notre équipe de recherche pour leur remercier. Merci aussi à Giorgio, au jet de l'OMS et bien sûr notre équipe d'experts techniques pour tout leur feedback et toute leur orientation. Donc, ceci, c'était un processus systématique à une grande échelle de révision. Nous avons commencé en été 2021 et c'est là où nous avons eu le contrat pour identifier et raffiner la question de révision. L'OMS avait plusieurs questions qu'ils voulaient couvrir et nous avons passé beaucoup de temps à organiser ce cadre conceptuel et à voir les questions pour la révision. La deuxième phase incluait une stratégie de recherche très compréhensive. À la troisième étape, on était en train de voir les sources afin d'identifier la littérature académique et des sources. À la quatrième étape, on évaluait les sources et on prenait les données nécessaires pour la synthèse. Bien sûr, tout ceci est assez simplifié, mais vraiment, au début de cette année, nous avons finalisé l'écriture et la révision du rapport final, la cinquième étape. Le long de ce processus, nous avons eu des consultations, des révisions avec l'OMS, avec l'équipe d'experts techniques, beaucoup d'orientation, du feedback. Et on voulait plus d'informations, des sources pour inclure. Et on regardait les preuves
qui devait nous donner les preuves aussi pour appuyer le processus de l'OMS pour développer ces lignes directrices. Et donc, Georgia va parler un peu de cela plus tard. La première étape, c'était identifier et raffiner la question. Quand nous avons commencé la révision, c'était ça la question qu'on devait répondre. Donc, quelles considérations clés, éléments clés et innovations récentes peuvent aider les juridictions à concevoir et à mettre en œuvre des RPS plus efficaces pour améliorer la sécurité des patients, ainsi que la qualité, la capacité, l'efficacité et la durabilité de leur personnel de santé et atteindre leurs objectifs en matière de santé. Donc, vous pouvez voir, c'était une grande question avec plusieurs parties. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé d'organiser ceci dans un cadre conceptuel d'orientation. Nous avons modifié le cadre de Nabédienne. Et donc, nous avons vu les structures, les processus, les résultats. Pour les structures, on demandait quelles forces contextuelles et caractéristiques structurelles façonnent la conception et la mise en œuvre des fonctions AHP et quels sont les principaux défis auxquels les gouvernements et les régulateurs sont confrontés. Et nous avons vu aussi les activités typiques associées à la réglementation et les fonctions et les activités, les différents outils qui sont utilisés pour cela. Et puis, sur les résultats, nous avons vu l'impact et l'efficacité des systèmes et processus HPA. Et donc, nous avons dit dans quelle mesure les différentes approches et modèles de HPA sont-elles efficaces pour améliorer la sécurité, la qualité, la quantité, la capacité et l'efficacité des systèmes et du personnel de santé. Donc, c'était quand même un très grand sujet, mais nous avons vu que ce cadre pouvait nous aider à organiser un peu notre processus de révision et nous l'avons utilisé pour présenter nos conclusions. Donc, nous avons fait une grande révision. Nous avons utilisé 14 bases de données académiques afin de trouver la littérature pertinente. Nous avons fait beaucoup de recherches à main, de trouver des citations. Nous avons évalué des sources dans 5 langues. Donc, ici, c'est un peu un diagramme pour la littérature académique. Une fois qu'on avait enlevé les dupliqués de nos recherches, nous avons révisé environ 32 000 registres. Et finalement, nous avons inclus 410 articles académiques dans la révision. Vraiment, notre littérature grise offrait beaucoup de preuves pertinentes et nous avons inclus 426 sources. Et donc, nous avons vu cela et nous avons fait une synthèse avec les données. Et donc, ici, on structurait ce qu'on trouvait par structure, processus et résultat. Selon notre cadre conceptuel, nous avons vu une série de sujets sous chacune de ces structures, processus et résultats. Et puis après, sous cela, on trouvait nos sujets. Donc, on avait un tableau avec nos conclusions et clés et une image qui pouvait nous montrer comment tout ceci fonctionnait. Donc, nous avons deux résultats principaux de ce projet. Le premier, c'est un manuscrit de ressources pour la santé. Vous pouvez scanner ce code QR et vous allez pouvoir accéder à ce manuscrit. Et puis après, nous avons un rapport plus compréhensif. Ça se trouve dans ces dernières étapes de révision et édition. Et bientôt, ça va être publié sur un site web. Donc, ça va être disponible bientôt. Mais c'est là où se trouvent toutes nos conclusions clés. Donc, je vais donner maintenant la parole à Anne-Louise pour parler un peu de ses conclusions. Merci, Kate. Donc, vraiment, tout ceci était compliqué par le fait qu'il n'y avait pas vraiment une terminologie ou une typologie standardisée. Donc, un des premiers chapitres du rapport indique comment on a fait deux choses pour faire face à ce problème. Le premier, c'est qu'on a créé un glossaire de termes et nous avons offert des définitions juste pour adresser un peu la confusion avec la terminologie, surtout par rapport à des termes qui sont utilisés de façon commune. Deuxièmement, nous avons défini le terme de régulation occupationnelle et nous avons offert une typologie pour classifier les différents modèles. Et donc, nous avons trouvé 4 sortes. L'enregistrement statutoire,
la co-régulation, la certification volontaire et bien sûr, un quatrième, c'est ce qu'on appelle licence négative. Nous avons trouvé ceci, par exemple, dans quelques États de l'Australie et à l'État de Minnesota aux États-Unis. Au quatrième chapitre de notre rapport, nous avons décrit la littérature et la gouvernance des systèmes régulatoires. Donc, nous avons vu les structures un peu en général et puis nous avons rentré en détail. Nous avons trouvé beaucoup de différences entre les différents pays par rapport à comment ils organisent leurs institutions afin de délivrer ces fonctions régulatoires. Dans quelques pays, ces fonctions régulatoires sont couvertes par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, au lieu d'avoir un seul régulateur. Et donc, les pays peuvent prendre des décisions de politique par rapport à quelle profession enregistrer ou donner une licence. Nous avons trouvé que la plupart des pays de l'OCDE ont un système de gestion qui est pour une pratique régulatoire. Et ceci inclut une évaluation d'impact régulatoire pour les réglementations nouvelles ou amendées. Quelques pays aussi ont développé un critère d'évaluation régulatoire afin de prendre des décisions pour les professions qui sont sujets à un enregistrement statutaire. Au cinquième chapitre, nous avons vu la littérature sur les institutions régulatoires et nous avons trouvé une grande diversité. Nous avons trouvé des tendances de gouvernance comme des régulateurs multi-occupationnels. À cause du manque de typologie standardisée, ça compliquait un peu la comparaison des différents systèmes de gouvernance. La plupart des études que nous avons trouvées sur l'enregistrement statutoire, et il y a des preuves qui suggèrent que ce modèle augmente le bien-être des professionnels de la santé. Nous avons vu ceci surtout dans les... Et nous avons trouvé des modèles de gouvernance pour évaluer l'efficacité des différentes approches. Et donc, nous avons à faire des suggestions par rapport à ce que les chercheurs pouvaient regarder afin de faire une comparaison utile entre les différentes façons de gouvernance. Et donc, nous avons utilisé des outils avec l'analyse des données pour informer les stratégies. Les régulatoires multiprofessionnels, bien sûr, ont un avantage dans le fait qu'ils ont plus de données et plus d'économies afin de financer ces sortes de travail. Au sixième chapitre du rapport, nous avons vu la littérature sur les liens du système. Donc, comment ces questions régulatoires vont avoir un lien avec les régulateurs et des autres mécanismes d'assurance de qualité, comme le secteur d'éducation, les établissements de santé, et l'importation, le ministre de Santé, et pour la planification de la main-d'œuvre et le développement. Nous n'avons pas trouvé beaucoup de littérature qui fait face à ces liens et qui évalue l'efficacité de ces partenariats. Nous avons trouvé un lien entre la régulation pour les professionnels de la santé et les fonctions de planification de la main-d'œuvre du gouvernement. Dans quelques pays, les régulateurs peuvent prendre des données et donc un groupe de données peut être utilisé pour améliorer la planification du milieu du travail de santé, le développement et la distribution. Donc, c'est une fonction importante qui était cruciale pour les gouvernements pendant la pandémie. En termes des processus régulatoires, il y a 3-5 chapitres sous ce titre. Et donc, nous voyons la littérature sur la pratique et les différentes juridictions. Nous avons trouvé plusieurs approches différentes, des différents rôles, différents pouvoirs pour le régulateur. Et nous avons vraiment trouvé des différentes approches entre les pays. Ma collègue a publié un peu de travail comparatif sur ce sujet. Nous avons trouvé que ceci a donné un grand corps de littérature, surtout des États-Unis. Les preuves démontrent, dans la plupart des cas, que les régulateurs et les réglementations
n'ont pas pu faire face à la flexibilité qui est des soins en équipe et d'une division dynamique du travail. L'épreuve démontre l'impératif pour les gouvernements dans quelques juridictions de changer la façon dont la pratique est régulée et d'accélérer la réforme de la main-d'œuvre, surtout pour prescrire la médecine restrictive. Les impératifs créés par la pandémie ont démontré comment rapidement ces réformes de pratique peuvent être appliquées. Et nous avons trouvé ceci aussi dans la littérature. En Australie, nous avons trouvé que les licences négatives donnent une certaine protection pour les patients, puisque ça enlève des travailleurs qui ne sont pas prêts pour travailler quand ils peuvent poser un risque à la sécurité et la santé publique. Au 8e chapitre, nous avons regardé à la littérature sur les fonctions de réglementation, d'accréditation et, et encore une fois, nous avons trouvé beaucoup de diversité. Beaucoup de diversité quant à la qualité pour rentrer au programme de pratique. Quelques juridictions ont des lois de licence nationale ou sous-nationale. Il y a des autres qui dépendent des programmes d'éducation, d'accréditation. Et il y a des autres qui ont des examens de licence, des programmes d'accréditation. Nous n'avons pas trouvé beaucoup de preuves de l'efficacité de l'accréditation et il n'y a pas d'études comparatives sur l'analyse de ces différentes approches. Mais malgré la diversité des arrangements, les points clés de l'accréditation apparaissent. Ça, c'est assez commun entre les juridictions. C'est vu comme un outil important pour partager la qualité des programmes et progresser dans des différents objectifs. Pour la compétence continue, nous avons regardé à la littérature pour voir comment les régulateurs ils peuvent assurer une compétence continue des, des personnes. Et donc, nous voyons comment ils sont appuyés, évalués pour la pratique. Et bien sûr, toute la littérature parle de l'impact sur le pays et je crois que Giorgio va parler de ceci bientôt. La plupart de la littérature que nous avons trouvée euh, était à propos du développement professionnel continu et il y avait quand même assez de preuves par rapport à l'efficacité de la CPD mandatoire comme condition pour la licence ou l'enregistrement. Et nous avons vu quelques questions d'accès, d'équité, de design. Et nous avons trouvé des preuves de l'efficacité des programmes qui ont été créés pour appuyer la transition à la pratique pour les professionnels avec une éducation internationale. Nous avons regardé la différente littérature et encore une fois, nous avons trouvé beaucoup de diversité dans l'architecture de ces fonctions. Le pouvoir, la gouvernance, les processus. Encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de preuves par rapport à comment faire et délivrer ces différents systèmes. Quelques régulateurs utilisent l'analyse de données pour identifier des points de risque et pour créer des programmes de mitigation, prévention. Et nous avons trouvé des preuves de l'efficacité des programmes de remédiation pour ceux qui ne peuvent pas bien faire leur travail. Et puis, TCIM, nous avons eu un rapport regardant la littérature sur la réglementation occupationnelle pour les professions de santé traditionnelles et complémentaires. Et nous avons trouvé plusieurs preuves de comment ceci se trouvait dans plusieurs juridictions pour répondre aux risques. Il y a des preuves qui démontrent que l'enregistrement et la licence fonctionnent bien aussi pour les professions TCIM avec quelques ajustements. Ceci ne peut pas juste renforcer la protection publique, mais peut être utilisé aussi pour conserver les connaissances médicales autochtones et améliorer les services de santé pour les populations sous-servies. Et donc, il y a des ordres de prohibition aussi pour enlever de pratiques certaines. Ça, et des paradigmes pour éviter ceux qui peuvent poser un risque pour la santé publique. Prochaine diapo.
L'impact L- pour la main-d'œuvre et le résultat du système. Nous avons regardé à la littérature par rapport à l'efficacité de la réglementation occupationnelle et nous avons trouvé peu de juridictions pour la révision continue et l'amélioration continue. Seulement en Colombie-Britannique, l'Ontario, le Royaume-Uni, et nous avons trouvé des organisations avec une responsabilité spécifique de réviser la performance des régulateurs et recommander des changements à la législation. Et ceci peut nous donner donc une meilleure idée de réglementation pour soutenir les acquis. Ceci va nous aider à atteindre des objectifs sociaux, à réduire l'inégalité et commencer à travailler, à augmenter la diversité. Nous avons donc trouvé ce que nous pouvons décrire comme de l'innovation, particulièrement en ce qui concerne l'analyse des données, la réglementation, utilisant la réglementation pour atteindre nos objectifs sociaux et l'innovation pour nous assurer que le programme soit appliqué de façon efficace pour assurer donc l'enregistrement des volontaires au Royaume-Uni. Et la dernière diapositive, dans le chapitre 13 du rapport, nous avons vu les textes sur les réponses du régulateur sur la COVID-19. C'était un peu trop précoce pour trouver des informations sur les réponses relativement efficaces à la pandémie. Et nous avons trouvé des littératures, des textes assez intéressants, mais il y avait un thème assez important sur les restrictions, sur la portée de la pratique et les barrières à l'utilisation de licences. Nous, nous avons vu qu'il y avait des exigences par rapport à l'évaluation de l'impact. Il y avait aussi de plus facile accès à certaines conditions pour faciliter le passage de nouvelles législations. Merci beaucoup. Donc, nous voulons reconnaître que l'une des lacunes que nous avons trouvées et les contraintes étaient liées au manque de connaissances sur l'efficacité de certains processus de réglementation, particulièrement quelle est la situation entre les différentes juridictions et les groupes de praticiens. Il y avait aussi des contraintes par rapport à l'évidence et ceci passait par la prédominance de pays anglophones à revenus élevés. Et nous avons aussi identifié la situation des pays à revenus moyens. Et bien sûr, notre recherche arrive jusqu'en 2021, donc il y a d'autres recherches plus récentes, surtout sur les réponses de la COVID, les règlements, les régulateurs et les ressources disponibles dans les cas de ces urgences. Alors, nous avons attaqué quelques-unes de ces lacunes et nous recommandons aussi de recherche à l'avenir en fixant bien les priorités, de façon à ce que les gouvernements puissent pouvoir engendrer ces évidences fondées sur des preuves. Et nous devons également évaluer les arrangements des gouvernements et des institutions pour améliorer la performance et une approche systématique pour faire le traçage de ce type de recherche afin d'aider la communauté de régulateurs mondiaux. En parlant de l'évaluation, il y a beaucoup de possibilités de continuer à intensifier les efforts en ce qui concerne l'évaluation. Quelques évaluations nous permettent de voir des alternatives viables pour faciliter l'enregistrement des groupes, des praticiens. Et il y a différentes innovations qui ont été utilisées pendant la pandémie et il faut évaluer l'efficacité de ces ressources. Et cela devrait être prioritaire sur la liste des actions en situation de crise.
il y a aussi un mandat plus large par rapport aux objectifs sociaux. C'est quelque chose qui devient une priorité pour le régulateur pour servir le public, le grand public. Donc, dans l'avenir, il serait intéressant d'avoir d'autres recherches quant à la manière de parvenir à ces objectifs. Donc, maintenant, j'avais donné la parole à Viviane. Merci beaucoup, Kate, et merci, Louise. Laissez-moi donc continuer et vous faire les points de trois catégories d'aspects. Premièrement, la nature de l'évidence et ce que nous avons trouvé, et nous allons donc nous donner plus d'informations là-dessus. En deuxième, quelques-uns des défis à partir de la révision que nous avons effectuée, aussi quelques suggestions de ce qui pourrait subvenir après. Et comme Kate l'a déjà soulevé, la littérature était dominée par les pays revenus élevés anglophones de certaines juridictions. Et bien entendu, ils ont laissé de côté les informations du reste du monde et les résultats manquent. Donc, je pense que c'est serait bien aussi de souligner que la littérature a été dominée par le débat américain, surtout, et par aussi la portée de la pratique qui en faisait une partie importante. Mais comme vous l'avez compris, les chercheurs ont essayé d'aborder ces questions controversées et les personnes veulent avoir donc des données probantes pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et étant donné les arrangements de règlement aux États-Unis, il est temps de dire qu'il faut arriver à un consensus sur cette recherche. Donc, il y a beaucoup d'éléments à réfléchir. Et quelles sont les questions posées? Qui finance cette recherche? Et quelle est la pertinence de cette recherche pour les autres? Nous avons également étudié la littérature française, espagnole et chinoise. Et ce que nous avons trouvé, c'est que beaucoup de la littérature existante sur les pays qui parlent anglais ou français, et même en anglais, euh, sont les pays qui font la plupart des publications. Alors, les francophones et les hispanophones qui révisent les articles dans la langue originale peuvent donc ne pas trop comprendre la situation quand même. Les, les personnes qui parlent chinois ont une situation tout à fait différente. Ici, nous avons identifié qu'il s'adresse à des choses spécifiques qui ont trait aux controverses de la pratique médicale. Donc, les articles sont d'une toute autre nature. Par rapport aux recommandations, nous avons eu aussi des approches très intéressantes. Par exemple, une révision systématique dont nous avons pris connaissance hier, de la révision des pairs qui est très importante et apparemment, c'est une ressource très utile mise à disposition par les institutions qui s'attaquent aux politiques et à la pratique. Attention, il faut bien savoir faire le tri, il faut savoir distinguer quelles sont les données probantes et quels sont les articles concentrés sur le plaidoyer. Alors, je crois que nous devrions aussi faire attention à ces éléments par rapport à ce qui concerne les données probantes. Et quelques-uns des défis qui se posent à nous ont trait au besoin de reconnaître que la réglementation est une question politique. Et ce n'est pas aussi simple d'établir des solutions techniques, mais c'est une question qui dépend beaucoup du contexte. Et cela veut dire que ce n'est pas facile de dire tout simplement, vous devez faire ceci et vous allez avoir ce résultat-là.
dans les meilleurs systèmes de régulation possibles, cela est même très difficile à attendre. Donc, les pays, par exemple, anglophones, nous suggèrent dans la littérature que nous devons comprendre les raisons qui expliquent les absences de certains dispositifs ou de certaines méthodologies, au lieu de tout simplement se contenter de euh, copier ce que font les pays à haut revenu. Dans les pays à revenu moyen, ce que nous voyons dans la littérature, c'est que dans la main-d'œuvre de la santé, les points de vue des régulateurs sont toujours des modèles qui proviennent du colonialisme. Ce sont des modèles qui ont été plaidés par les organisations professionnelles mondiales qui sont aussi dominées par des pays anglophones et parfois même les pays coloniaux. Donc, nous devons faire très attention, être conscients de toute cette dynamique et nous devons nous poser la question, est-ce que les conseils qu'ils nous donnent sont les meilleurs? Évidemment, nous devons continuer de soulever ces questions parce que s'il n'y a pas de littérature pertinente, il va y avoir besoin d'établir de guides clairs compte tenu de la différence des contextes. Donc, je crois que ce qui est important pour les pays à revenus moyens et à faible revenu, c'est de penser à leur système et ce qui serait beaucoup plus pertinent pour leur main-d'œuvre en termes de capacité et aussi les marges de manœuvre des régulateurs. Quand on décide de réguler, il faut être conscient de ce qui est possible de mettre en place ou pas. Alors, Kate a soulevé des ajouts qui ont été faits par rapport aux dernières recherches. Et je crois que si vous voulez faire un travail comparatif, vous devez vous assurer d'utiliser la terminologie appropriée, car il y a des lacunes importantes en ce qui concerne les résultats. Mais ce serait très utile aussi d'avoir les recherches dans les pays à faible et à moyen revenu et la fonction dont les juridictions interagissent avec le système, au lieu d'avoir un modèle trop général. Et les pays à faible revenu ou à moyen revenu peuvent apprendre les uns des autres. Ce serait très utile. Et je pense aussi le- que nous aurons besoin, le cas échéant, de mieux comprendre les systèmes de régulateurs parce que ces systèmes ne travaillent pas en silo. Donc, il va falloir développer des systèmes de santé qui puissent se parler les uns aux autres afin d'améliorer et apprendre beaucoup plus des systèmes régulateurs qui décident la mise en œuvre dans des secteurs autres que celui de la santé. Et être conscient de qu'il n'est pas toujours possible d'avoir les solutions parfaites à tout le problème qui se pose dans le domaine de la santé. Merci de ces perspectives. Et nous allons donner maintenant la parole à Giorgio Cometto de l'OMS. Bonjour, Jen. Bonjour, bon après-midi à tous nos collègues et au public du monde entier. C'est un plaisir de vous joindre aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à reconnaître et à remercier les équipes qui viennent de présenter et les points saillants du travail qu'ils ont réalisé, mais aussi les membres du groupe des techniques, des experts qui va parler après moi. Je reconnais que nous avons une experte ici dans le public, Andrew Karapi, et je vais considérer, je vais partager des considérations avec vous qui sont possibles grâce à la contribution de beaucoup de personnes qui participent à ces efforts. Donc, l'équipe de révision euh, vous a donné déjà les points saillants des données programmantes. Je ne vais pas m'y référer, mais
Depuis notre perspective, je travaille dans le département de la main-d'œuvre de l'OMS. Il était très important de comprendre le rôle de la réglementation maintenant dans le système de la main-d'œuvre euh, mondiale. Et traditionnellement, nous avons commencé notre régulation pour protéger les patients, protéger les publics et assurer donc les compétences nécessaires des praticiens et la qualité du travail qu'ils fournissent. Donc, c'est les, disons, euh, la fonction primaire de notre service, mais nous continuons d'avoir un agenda de réglementation qui doit continuer à reconnaître les défis qui se posent à la main-d'œuvre dans le domaine de la santé. Et ces défis comprennent par exemple des pénuries en ressources. Et nous avons moins de 10% de ce dont nous avons besoin pour ce qui est de la disponibilité. Nous avons aussi des problèmes dans la distribution dans les zones rurales et les zones reculées. Les travailleurs sont à proportion de 1 à 10 en ce qui concerne la disponibilité des travailleurs ou des praticiens de la santé. Et ce sont des défis qui s'accentuent dans les pays qui sont confrontés aux pénuries dans quelques endroits. Il y a beaucoup d'inégalités dans l'inégalité. Et par rapport à la productivité et la performance, nous voyons que dans les pays en voie de développement, il y a des situations de manque. Et en ce qui concerne les normes de qualité, eh bien, il y a aussi quelques questions, quelques problèmes à résoudre. Donc, quand on réfléchit aux données probantes qui ont été présentées et en dépit des limitations que l'équipe a soulignées par rapport aux difficultés d'accès aux connaissances et les lacunes que nous avons en question des données probantes, et le besoin d'améliorer les ressources en ce qui concerne la qualité et la quantité selon les origines géographiques, eh bien, nous avons étudié toutes ces questions pour savoir quels sont les points d'entrée de façon à ce que la réglementation puisse s'attaquer à tous ces systèmes et à ces défis. Et nous avons identifié beaucoup de points d'entrée. Je vais vous donner tout simplement quelques exemples. Par exemple, en ce qui concerne la disponibilité de main-d'œuvre, il y a le rôle des régulateurs est toujours rechercher une approche équilibrée compte tenu de besoins et de risques et éviter d'avoir un système trop rigide au point d'entrée, tel que disons, trop de licences ou trop de restrictions dans la portée de la pratique, car cela peut nous amener à des contraintes en matière de fourniture, ce que pourrait aussi se traduire par peu de disponibilité des travailleurs. Et ceci doit aussi prendre en considération d'autres dynamiques qui vont au-delà du patient, par exemple en ce qui concerne la protection professionnelle et les intérêts économiques des praticiens. Donc, c'est un risque qui se pose de façon régulière aux régulateurs, de façon à éviter de mettre en place uniquement de mécanismes institutionnels qui représentent encore d'obstacles pour la saisie de nouveaux praticiens. Et cela porte atteinte aux intérêts de la profession. Donc, et ce risque a déjà été soulevé à maintes reprises et ce n'est pas une question uniquement de nombre de travailleurs, c'est aussi question de pouvoir répartir les tâches de façon à ce que les praticiens puissent aussi s'exercer dans le maximum
puissent développer au maximum leurs capacités et les compétences. Et voilà, donc pouvoir, de façon à pouvoir continuer à se développer. Un autre exemple, c'est la distribution et rétention équitable dans les contextes ruraux. Et ce n'est pas juste une question pour les régulateurs. C'est les conditions de vie et d'emploi. Ça parle aussi de cet agenda de contrôle direct du secteur de santé. Et il y a des éléments régulatoires, par exemple, de permettre une, une pratique plus générale. Donc, pour les professionnels, travailler dans une région rurale où ils n'ont pas le bénéfice d'avoir accès à des spécialistes, de progresser leur carrière, il y a des éléments régulatoires qui peuvent aller là. Et pour donner un incentif additionnel, au-delà de l'incentif économique, de travailler dans ces conditions pour les professionnels, pour qu'ils puissent considérer une pratique rurale, et ainsi de suite. La difficulté au-delà des chiffres et la distribution, c'est la performance. Nous avons vraiment des preuves de mauvaise productivité, surtout dans le secteur public de plusieurs pays. Il y a des éléments de performance où la réglementation peut jouer un rôle clé. Pour les heures de travail ainsi que l'engagement et la productivité. Et le revenu du secteur public en prenant du travail additionnel dans le secteur privé, nomination. Il y a aussi le rôle de le développement professionnel continu qui peut être lié à la licence et comment garder la compétence et améliorer et mettre à jour les capacités. Il y a aussi des fonctions d'appui que les régulateurs peuvent jouer. Par exemple, avec la disponibilité des données dans des registres et les inclure dans les processus de planification. Et s'assurer que le système de santé du monde sont aussi agiles et peuvent répondre et être résilients dans le contexte des urgences, comme une pandémie. La pandémie nous a enseigné beaucoup de cette flexibilité en termes de permettre différentes méthodes d'apprentissage et d'enseignement pour faciliter la mobilité ou relaxer les différentes pratiques pour permettre la capacité pour répondre à une urgence. Donc, ce sont quelques aspects que je vous encourage à y réfléchir sur la sécurité du patient et le rôle des régulateurs. Ce n'est pas un rôle exclusif. C'est aussi une question avec les législateurs, mais il y a aussi une partie pour le régulateur. Finalement, pour répondre à quelques éléments des autres interventions, bien sûr, pour l'OMS, c'est toujours difficile de créer une réglementation quand la preuve n'est pas tellement robuste. Et Kate et Anne-Louise et Viviane ont été très claires par rapport à toutes les preuves, mais assez descriptives quand même, avec une concentration géographique très sélective. Donc, on ne devrait pas en même temps confondre l'absence des preuves d'efficacité
avec la preuve d'absence d'efficacité. Il y a des éléments où vraiment la preuve n'a pas maturé au point de créer un lien entre les structures régulatoires et les mécanismes d'intervention. Et c'est un élément important pour réfléchir sur l'avenir de la recherche. Et en même temps, lorsque on s'approche à cette méthodologie pour développer un guide de marché, par exemple, nous regardons à la possibilité de contribution. Nous regardons aux preuves directes. Et nous avons regardé dans notre cas aux opinions des experts dans le groupe d'experts techniques, dans toutes ces questions que j'ai mentionnées. Et donc, il y a quelques recommandations pour les législateurs, pour les régulateurs qu'ils peuvent considérer dans ces différentes dimensions. Une question importante à regarder, c'est comment ceci est spécifique pour le contexte. Et ça va au-delà des principes de compréhension de la réalité locale, l'application locale de la capacité pour créer des mécanismes régulatoires et des réponses régulatoires qui répondent mieux aux besoins locaux, qui peuvent être pertinents et factibles. Un élément en particulier que je voudrais indiquer, c'est reconnaître la, la lacune de pratiques régulatoires. Parfois, la régulation reste sur papier, mais n'est pas traduite à une action régulatoire que le papier décrit. Et donc, c'est une partie de nos recommandations. Ce n'est pas juste le contenu de la réglementation et la fonction de la réglementation, mais aussi les arrangements institutionnels et les mécanismes de gouvernance pour les régulateurs, afin de regarder la question institutionnelle, le rôle du gouvernement et les questions des conflits d'intérêts et bien sûr le personnel, les ressources qui sont disponibles. Ce sont tous des aspects que nous voulons pouvoir adresser à l'avenir. Avec ces réflexions et considérations initiales, je vous donne la parole encore une fois, Gina, mais nous sommes bien contents de répondre aux questions. Merci. Jesnou Dash, qui est membre du groupe d'experts techniques, va donner son point de vue. Donc, je vais parler d'une partie du rapport qui me semble être très important. Il y a beaucoup de réglementations sur papier. Il y a de la réglementation que les pays respectent. Mais si vous voulez voir comment ces réglementations jouent un rôle, je crois que vraiment le premier pas, c'est de regarder ce qui se passe en pratique. Et donc, je voulais partager ces 3 diapositives de travail qui ont surgi dans les derniers 20 ans. Et vraiment, c'est du travail qui n'est pas très compliqué conceptuellement, mais c'est très important. Donc, je vais vous montrer ceci et peut-être après, nous pourrons répondre aux questions. Donc, la première diapo, chaque pays essaie de réguler l'entrée à la force médicale, n'est-ce pas? Au moins, il y a des processus qui nous permettent de faire une déclaration, que les docteurs sont des professionnels médicaux qualifiés qui peuvent donner un service de qualité. Et la pratique régulatoire dit qu'il y a vraiment une grande distance entre ce que la réglementation dit et ce qui se passe en réalité. Donc, il y a des résultats que nous pouvons voir. Donc, le premier résultat, que la qualité peut être très mauvaise. Et nous n'avons pas encore les résultats des pays à haut revenu, mais vraiment la qualité peut être très mauvaise. Et nous avons utilisé des patients standardisés, donc des personnes qui ont été très formées par leur communauté locale. Et nous leur avons demandé de faire la même présentation. Et les présentations sont très, très simples.
C'est une présentation qu'il y a une personne avec une attaque de cœur. Et une autre présentation, c'est qu'il y a des personnes avec des signes d'asthme. Et donc, voici le résultat après plusieurs études. Et je veux juste vous indiquer les chiffres que nous trouvons, qui sont très problématiques. Et donc, nous avons des exemples de l'Inde et nous trouvons vraiment que ces pays sont, ne sont pas bien diagnostiqués ou traités dans plus d'un 50% de ces cas. Et encore une fois, ce ne sont pas des cas complexes. OK, je me suis levée avec beaucoup d'anxiété, avec du mal. La personne dit, OK, mon père est mort d'une attaque de cœur, j'ai eu c'est, cette douleur dans mon bras. Donc, vraiment, ce sont des cas assez clairs. Et si vous regardez des cas comme la tuberculose, euh, encore une fois, moins d'un 50% des patients sont bien diagnostiqués ou gérés. Et de l'autre côté, tous les cas n'ont pas besoin des antibiotiques. Et comme vous pouvez voir, l'utilisation des antibiotiques, c'est très haut dans plus d'un 50% des cas. Donc, vraiment, nous voyons qu'il y a des problèmes avec la qualité. L'autre résultat que nous voyons, c'est que quand vous commencez à penser comment compétents sont les professionnels de la santé, l'idée que nous pouvons utiliser ces médecins et la qualité, il y a deux grandes questions. Le problème, c'est qui est un médecin, comment compétents qu'ils sont, ça va varier vraiment selon le pays. Et donc, nous avons vu 15 pays différents et nous avons utilisé des, des cliniciens pour voir leurs connaissances. Et donc, dans tout l'échantillon des pays que vous voyez ici, qui sont de l'Afrique subsaharienne, Kenya, Malawi, ils ont des médecins de très haute qualité. En général, ça va bien pour les gens. Et ici, ce n'est pas juste des points standardisés, sinon que c'est une question de s'ils vont diagnostiquer les conditions qu'on teste. Et vous pouvez voir que vraiment, au Kenya, c'est beaucoup plus haut que la moyenne à Mozambique, par exemple. Et ça, c'est pour un médecin. Et donc, les connaissances d'un médecin, ça dépend beaucoup du pays. L'autre grand problème, c'est que même dans un pays, il y a une grande variation dans les connaissances et la compétence. Peut-être c'est à cause de la formation, mais ce que nous essayons de faire ici, c'est dire, OK, voyons combien de médecins sont plus compétents ou qui ont plus de connaissances médicales qu'une infirmière du Kenya. Et au Kenya, c'est 70%, ce n'est pas 100%, ce n'est pas 20% non plus. Au Guinée-Bissau, c'est 30%, 38%. Donc, la majorité des docteurs en Guinée ont moins de connaissances médicales qu'une infirmière du Kenya. Au Madagascar, c'est 37%. Au Mozambique, c'est 41%. Donc, vraiment, il y a une grande différence entre ce que nous croyons que la réglementation est en train de faire et ce qui se passe. Et dans le sens que tout ceci est fait. La réglementation ne mène pas à une main-d'œuvre standardisée entre les pays ou dans un même pays. Et finalement, ma dernière diapositive, les médecins sont sous-travaillés. Et ici, c'est quelque chose qui est très difficile pour que les gens puissent comprendre. Vous pouvez avoir un peu de médecins par 1000 de population, mais ils peuvent être sous-travaillés s'ils se trouvent à la mauvaise place. Donc, je vais vous montrer un peu les données.
Voici le nombre de patients par clinicien par journée. Ils sont calculés avec attention. En Nigeria, c'est 2. Le clinicien moyen à une clinique primaire publique voit 2 patients par jour. Et dans tous ces pays, nous l'avons fait pour le Vietnam, pour le Pérou, pour les Indes, et nous trouvons les mêmes résultats. Dans aucun pays, ils ne voient pas plus de 10 patients par jour. Et donc, ceci démontre que vraiment les docteurs passent 2 heures et demie par journée en train de voir des patients. Le restant, ils sont assis là sans avoir des patients. Les chiffres sont très bas en des places comme la Tanzanie, Togo, un peu mieux au Kenya. Mais il semble que nous sommes en train de dépenser beaucoup de ressources dans la façon dont les médecins sont placés. Donc, je vais juste arrêter là parce qu'il me semble que c'est quand même assez pour faire un débat. Mais vraiment, ma question, c'est nous réfléchissons, c'est que le débat semble procéder en évidant un peu les questions de pratique. Et j'aimerais dire si quelqu'un dit, OK, on a fait ce taux de sondage, ces chiffres sont mal, mais il semble que c'est plus une question de perception que ce qui se passe vraiment. Il me semble que prendre les preuves et dire, OK, on doit s'assurer de faire un débat avec ces choses-là, en regardant les faits qui sont disponibles avec les sondages. Et vraiment, ce qui me semble très intéressant de tout ceci, c'est la volonté de vouloir adresser ce fait. Mais vraiment, c'est très difficile de le mettre en pratique. Au niveau du système de santé où ils affectent les patients. Et je crois que c'est une question clé que le rapport indique et qui va avoir un grand impact sur notre façon de réfléchir sur ceci. Donc, je vais juste laisser de partager mon écran. Merci beaucoup. Vraiment, vous avez causé beaucoup de réflexion. Donc, nous avons une opportunité maintenant pour les questions. Est-ce que nous avons des questions du public? Il me semble qu'ils sont encore en train de digérer votre travail, Gisnou. Donc, moi, j'ai quelques questions que j'aimerais poser. Donc, premièrement, pour Kate Leslie. Ce rapport a été fait quand même de façon assez intéressante et à un moment très intéressant. Il y a plusieurs choses qui ont changé depuis ce temps-là. Donc, Kate, est-ce que vous pouvez indiquer le les nouvelles recherches régulatoires que votre équipe est en train de faire et quelles sortes de choses vous êtes en train de voir? Oui, je peux euh, vous dire que à partir de ce que nous avons trouvé dans les recherches récentes, nous avons pu identifier qu'il y a de la recherche surtout sur l'impact de la technologie sur la réglementation. Cela me paraît très intéressant depuis 2 points de vue. D'abord, comment les régulateurs règlent l'utilisation de la technologie de la part des praticiens, est-ce qu'ils travaillent sur l'IA et quelles est, disons, les considérations par rapport à la responsabilisation et aussi l'impact de la technologie sur le processus de régulation. Nous voyons qu'il y a beaucoup de données sur les analyses de comment les régulateurs peuvent utiliser les données dont ils disposent pour projeter ce que les praticiens pourraient confronter en ce qui concerne les risques
quels sont les soucis par rapport à la pratique. Et David aussi a soulevé la question d'apprendre à partir des praticiens qui sont en dehors du domaine de la santé. Les régulateurs analysent l'éducation, les considérations légales, les secteurs de la jeunie. Il y a différentes réponses à la technologie par rapport aux différentes professions. Et aussi, les régulateurs légaux euh, ont recours à toutes ces ressources qui ont trait à la technologie et c'est que les praticiens en matière de conseil législatif pourraient faire aussi. Donc, c'est intéressant de comparer toutes ces ressources. Au Canada, il y a une équipe qui travaille, beaucoup de membres sont aussi dans l'université, ils travaillent avec les fournisseurs du domaine de la santé. Il y a une équipe spéciale de travail et c'est très réglementé au Canada. Nous avons différents éléments de réglementation dans notre système et, et c'est aussi mis à la disposition parmi les différentes législations canadiennes. Nous sommes en train de voir quel est l'impact de tout cela sur l'accès équitable aux soins de santé. Et nous nous attardons à voir comment les juridictions euh, abordent la question des stigmates, des questions des accès égalitaires aux soins de santé, etc. Donc, nous avons travaillé sur tous ces domaines et nous sommes heureux de partager avec vous nos vues et les innovations sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Harvey, vous avez indiqué qu'il y avait une question du public. Oui, allez-y, présentez-vous. Bonjour, je suis Steve Snail, le directeur de recherche du Collège des médecins des familles de Canada. Bonjour à tous. Je vois quelques visages familiers. Donc, la question que j'aurais est liée à la bibliographie disponible. Euh, si on donc veut savoir quelles sont les certifications qui sont sur place et quelles sont les formations qui sont disponibles, et j'ai vous ai entendu faire des commentaires là-dessus. Il serait intéressant de voir quelle est la fonction des régulateurs, parce que nous aimerions avoir ces canaux de communication avec les patients et le père pour leur faciliter la possibilité de poser plainte si c'est nécessaire par rapport à une enquête. Et aussi, il y a une façon de régler les questions de médiation, s'il faut décider d'intervenir à un moment donné, si on a un problème avec le registre ou s'il y a aussi des formations qui pourraient aborder toutes ces plaintes. Et ce que j'ai pu identifier dans vos commentaires, c'est qu'il y a une tentative d'atteindre certains objectifs qui sont associés à la main-d'œuvre. Par exemple, la fourniture de données, les régulateurs peuvent collecter des données, pourquoi donc ne pas les mettre à disposition aux décideurs, aux chercheurs, aux planificateurs? Donc, c'est un rôle beaucoup plus actif. Et s'il vous plaît, je ne veux pas que vous preniez mes mots de mauvais sens, hein, parce que nous sommes tous du même côté. Mais en ce qui concerne l'égalité, les objectifs, euh, je ne sais pas. Je voudrais savoir si les régulateurs parviennent à être efficace par opposition aux solutions des législateurs où le gouvernement intervient et donc commence à régler la question de dispenser des formations et des stratégies et de façon à avoir des forces de travail un peu plus diverses. Mais je me pose la question, est-ce que le rôle traditionnel des régulateurs en est affecté, en est touché lorsque le régulateur s'attaque à ce type d'activité? Parce que l'intérêt, c'est de pouvoir atteindre ces objectifs sociaux par opposition à d'autres stratégies qui pourraient aussi jouer
en dehors du rôle de régulateur. Alors, qui souhaiterait répondre à cette question? Oui, je peux essayer. Oui, je pense que la réponse courte, c'est nous ne savons pas. Nous n'avons pas trouvé beaucoup de littérature évaluant l'efficacité des tâches traditionnelles des régulateurs. Et dans la cartographie des comparaisons que nous avons fait par rapport au rôle des régulateurs dans une vingtaine de juridictions, et il y a quelque chose que nous n'avons pas soulevé dans le rapport, c'est que nous n'avons pas trouvé dans les fonctions des régulateurs les types de fonctions dont vous venez de nous parler. C'est difficile à dire. À partir de ma propre expérience, les régulateurs en Australie jouent différents rôles, assument différentes responsabilités en fonction des objectifs de la main-d'œuvre, des objectifs euh, d'instruction et de la protection du public et de la sécurité. Il y a eu des moments où ces régulateurs ont essayé d'assumer ces rôles aussi, mais lors de la dernière conférence où j'ai participé à l'Association internationale des régulateurs médicaux, l'un des thèmes de cette conférence était lié à, oui, à ces nouvelles responsabilités que les régulateurs peuvent prendre de temps en temps. Et effectivement, parfois, ces tâches, ces activités entrent en conflit avec les objectifs. Ce sont des choses auxquelles ils doivent pouvoir s'adapter, mais je ne pense pas que ce soit trop problématique. J'ai vu aussi d'autres littératures par rapport à la façon dont les régulateurs s'attaquent aux questions du racisme ou de l'inégalité, parce que en réalité, ils ont véritablement du plaidoyer là-dessus, là aussi, et ils peuvent donc avoir une influence. Et il y a une ouverture de plus en plus disons, récurrente pour s'attaquer à ces questions aussi, avoir ce rôle dans le plaidoyer. Et par rapport à la collecte de données, l'utilisation des données pour ce type de plaidoyer, je pense qu'il y a quelques résistances de la part des certains acteurs. Quelles sont vos impressions là-dessus? Merci, Gina. Je suis d'accord qu'il y a donc un potentiel qui n'a pas été exploité en ce qui concerne euh, les plaidoyers. Une partie de ce défi réside dans la préoccupation posée par la confidentialité, car il faudrait aussi mettre en place des mécanismes pour assurer l'anonymité. Les planificateurs ou les décideurs de politique n'ont pas nécessairement les informations euh, individuelles. Et c'est parce qu'ils ont surtout les données générales et cela ne leur permet pas peut-être d'agir. Mais en ce qui concerne les données supplémentaires qui sont disponibles à tous, ce sont des données associées à l'âge, à la démographie, dans la main-d'œuvre ou lieu de travail. Donc, ce sont des informations que les régulateurs peuvent trouver très valables s'il s'agit de planifier des programmes. Et je pense que la réponse serait plutôt dans les cadres développés au niveau national ou aussi le partage de données. Et, parce que, effectivement, il faut qu'il y ait, bon, il est normal qu'il y ait une tension
entre les régulateurs et les autres acteurs. Il y a aussi les questions d'opérationnalité des différentes plateformes. Parfois, elles sont différentes selon les pays, les données associées au paiement du personnel parfois ne coïncident pas avec les formats des planificateurs et ce sont des aspects auxquels il faut s'attaquer en ce qui concerne les plateformes technologiques, mais aussi par rapport à ce qui a été soulevé avant. Je pense qu'une partie des défis par rapport à la littérature et les données probantes qui n'existent pas, bon, c'est plutôt une question de réglementation. Nous avons quelques exemples dans le domaine de la rétention. Je ne veux pas dire que les régulateurs ne doivent pas maintenir leurs travailleurs dans certains domaines. Bien sûr, la responsabilité est surtout de l'employeur, mais il y a des éléments de règlement. Et nous avons une évidence d'une efficacité majeure si tous ces éléments sont mis en place avec une approche intégrale. Ceci permet de combiner les différentes politiques de gestion et c'est mieux que de travailler en silo. Et ça fait partie des recommandations de pourquoi l'OMS recommande cette approche intégrale. Il y a des aspects qui continuent à émerger, à faire surface, et je vous encouragerai à penser dans ce terme, hein, de façon collective, d'avoir une approche intégrale. Merci beaucoup. Nous avons Harry Caden aujourd'hui qui a mené l- l'autorité des normalisations pour un nombre d'années et je pense que ce serait intéressant d'avoir votre opinion sur ce travail, sur ce qui a été fait. Merci, Jean. À mon avis, je pense que c'est un travail exceptionnel et je tiens à féliciter à toutes les personnes qui y ont participé parce que personne n'a essayé de faire une chose pareille avant. Vous avez donc parlé de la validité et de la solidité de données probantes. Et il faut dire que c'est ce que nous avons jusqu'à présent. Et personne n'a pu produire des données telles que nous avons aujourd'hui. Et je tiens à vous féliciter, je tiens à féliciter l'OMS, je voudrais féliciter Giorgio et à tous les collègues de l'équipe de pair. Et j'ai aussi lu le rapport qui a été récemment publié et je vous en félicite. Et je tiens à vous faire un commentaire parce que je pense que nous devons prendre en considération un élément qui est très important, c'est-à-dire les potentiels ou les dangers de la réglementation à une optique colonisatrice, parce que les pouvoirs résident toujours dans les modèles occidentaux en ce qui concerne la fourniture de services de santé. Nous devons être très conscients de tous les dangers que cela suppose. Parce qu'il y a beaucoup de rigidité dans différentes cultures et économies et systèmes de santé. Je sais que cela fait partie du travail qu'il faut faire, mais je pense que c'est un élément que nous devrions, auquel nous devrions accorder une belle importance parce que c'est une priorité. Et merci de l'opportunité. C'était vraiment un échange excellent. J'ai une question du public. Oui, et s'il vous plaît, présentez-vous. Je suis Michael Streamer. Je sais que c'est une séance des réglementations des praticiens en santé. Au Canada, cependant, je tiens à faire un commentaire. Au Canada, la situation entre les fournisseurs de santé et les praticiens
Eh bien, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus par rapport surtout à la réglementation des hôpitaux. Il y a un besoin de réglementation des travailleurs important et les laboratoires, par exemple, aussi, qui font partie du système, si on lève la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis des employeurs, il va y avoir des conséquences. Est-ce que quelqu'un a soulevé cette question par rapport à cette négociation, si l'on veut, entre la réglementation des employeurs et la réglementation des travailleurs? Un des exemples que nous avons ici au Canada, c'est que notre système de nos certificats euh, doivent donc prendre en considération différentes responsabilités. Car il faut bien trouver cet équilibre par rapport aux responsabilités selon que l'on soit l'employeur ou l'employé. Comment peut-on régler les occupations et régler aussi le rôle des employeurs? Oui, je pourrais répondre à cette question. Je crois que dans le rapport, nous avons mis l'accent sur la gestion des systèmes de réglementation, car la question que vous avez posée, est-ce qu'il faut tellement de couches dans la réglementation et pourquoi? Eh bien, cette question a été soulevée à maintes reprises, car il faut euh, d'abord identifier quelle est la nature du problème que vous voulez régler et ensuite quelles sont les dispositions en place ou le dispositif en place, y compris les dispositifs de réglementation et qu'est-ce que le gouvernement stipule dans ce cas-là? Et quelle est donc la situation du status quo? Et quels sont les coûts et les bénéfices à cette approche? Je suis d'accord qu'il y a certaines professions, euh, on pourrait dire, mais pourquoi prendre la peine de faire toute la certification, la licence? Euh, Pourquoi passer par toutes ces démarches aussi compliquées? Parce que il y a tellement d'exigences et il y a tellement de processus qu'il faut donc mettre en place. Mais il y a certaines professions où le travail est tellement risqué qu'il faut avoir différents niveaux de scrutin et de sécurité. Car nous avons eu des failles dans le passé qui se sont succédées de façon régulière. Et donc, c'est là où interviennent les régulateurs. Donc, il, en ayant donc un système multiple, si vous voulez, des vérifications, vous avez un système où vous pouvez identifier quelles sont les lacunes, quelles sont les failles et ceci est important. Je suis d'accord que c'est une partie importante du processus d'évaluation des régulateurs ou de régulation. Oui, nous avons aussi avec nous Doug Bilton de l'Autorité des normes professionnelles. Il avait posé une question dans la section de questions-réponses. Soyez les bienvenus, Douglas. Nous aimerions aussi que vous partagiez avec nous vos vues et que vous posez une question si vous le souhaitez. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici cet après-midi. C'est l'après-midi pour moi. Et de pouvoir donc changer avec vous sur ce thème, ce travail formidable. C'est très important pour comprendre les différentes approches de la réglementation internationale. Des chercheurs qui prennent vraiment une approche basée sur le risque pour cette tâche régulatoire. Donc, la question, c'est si l'évaluation des risques et les décisions avec la régulation, si c'est le plus approprié pour la main-d'œuvre, pour les professionnels dans n'importe quelle profession. Au Royaume-Uni, nous avons commencé à développer une approche qu'on peut-être quelques-uns connaissent.
Mais vraiment, les chercheurs avec qui je me suis rencontrée, ils ont fait des autres essais semblables pour répondre à cette question. Merci. Donc, je vais juste parler rapidement. Merci. Mais oui, en termes de la perspective canadienne, nous avons trouvé qu'il y avait une idée pour l'évaluation des risques et la régulation est sortie plus clairement, surtout dans les années récentes. Et puis après, il y a le travail que nous avons fait des entrevues et ils ont bien parlé de vouloir trouver la bonne façon de faire face à ces processus régulatoires. Et ça, c'était dans les processus internes afin de s'assurer que ce qu'ils faisaient, c'était arriver à cet équilibre. Nous avons entendu plusieurs fois que c'est une question de trouver cet équilibre dans les différents processus. Et ceci, c'est en référence aussi pour les, les professionnels éduqués à un niveau international et pour les exigences d'enregistrement, afin de s'assurer qu'il y a assez de main-d'œuvre. Donc, vraiment, nous devons changer un peu pour aborder les difficultés et changer un peu cet équilibre. Nous avons trouvé que vraiment ceci, c'est quelque chose de clair. Nous avons vu les réformes législatives, nous l'avons vu en Colombie-Britannique. Il y a un modèle qui a été présenté pour les catégories de- des occupations de moins risque. Et donc, peut-être que nous pouvons voir ce modèle de réglementation aussi. Merci, Kathleen. Donc, nous avons trouvé dans le rapport aussi ces questions de comment les gouvernements prennent des décisions par rapport à la réglementation plus appropriée, étant donné les risques avec cette occupation. Et nous indiquons la question de réglementation dans ce document publié par l'Autorité des standards professionnels. Et nous avons aussi fait une analyse comparative des différentes politiques, des différents critères, des processus adoptés dans les différents pays pour essayer de trouver les, les points clés de ces processus. Mais vraiment, nous retournons à l'importance d'une bonne gestion régulatoire, des bonnes pratiques régulatoires, d'une bonne évaluation d'impact régulatoire. Et donc, avoir cette méthodologie bien développée pour prendre ces décisions, où vous devez démontrer, vous devez évaluer les coûts, les bénéfices de certaines options, identifier l'option avec le plus de bénéfices avant de prendre une décision pour présenter une nouvelle réglementation. Merci. Donc, nous avons une question du public et André Galipier, il aimerait aussi faire un commentaire à propos de ce sujet. Donc, Ivy, je ne sais pas si vous voulez mentionner la question du public. Bonjour, Margaret Walton-Roberts du Réseau des professionnels de la santé du Canada. Donc, merci beaucoup à ce panel. Et j'ai une question qui est informée par les commentaires de Viviane par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire dans les pays de faibles et moyens revenus. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe aussi dans les pays de hauts revenus en regardant les transformations récentes en termes de les services de santé et des services non régulés. Nous avons entendu hier à propos de comment il y a les dentistes faits à la maison, disons, et il y a ces professionnels non régulés, étant donné qu'il y a le manque d'appui de la profession pour la population. Et je vois, c'est aux États-Unis. Je suis très intéressée à savoir ce que les commentaires des panélistes, surtout par rapport au potentiel pour les soins périnatals de maternité non régulés et ceux qui ne peuvent pas accéder à un service adéquat.
Il semble que personne ne répond. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre? Viviane, il me semble qu'une partie, c'était pour vous. Bon, moi, j'allais vraiment dire à Anne-Louise en termes de licence négative, comme une approche pour certains points. Mais aussi cette question de si vous régulez l'utilisation des titres, la pratique, oui, quelques-unes de ces questions. Merci, Viviane. Il me semble que ce que Viviane dit, c'est quelque chose fonctionne maintenant dans des États de l'Australie où il y a un régulateur, où il y a un code de conduite créé par la régulation. Et ça s'applique à n'importe qui donne un service de santé qui n'est pas enregistré ou licencié sous le registre national. Et le régulatoire a des pouvoirs pour recevoir et faire des recherches sur toutes les plaintes. Et si c'est assez sérieux, il y a un risque de faire du mal au public, ils peuvent présenter une ordre de prohibition qui peut avoir des conditions pour cette pratique ou qui peut les enlever comme professionnels en général. Et donc, si vous avez des personnes qui ne sont pas licenciées ou pas enregistrées, qui font des choses de risque pour lesquelles ils ne sont pas qualifiés, donc le régulatoire a le pouvoir d'enlever cette personne de la pratique. Et cela, ça peut permettre une ordre de prohibition. Donc, ceci, ça couvre vraiment tous les professionnels de la santé non licenciés, non enregistrés, qui ne sont pas sujets aux licences. Donc, nous avons ces régulateurs qui sont en train de faire beaucoup de travail dans notre système. Il y a des centaines d'ordres de prohibition qui ont été émises, ce qui inclut pendant la COVID, quand il y avait beaucoup de mauvaises informations sur les vaccins. Donc, il me semble que la réglementation occupationnelle, vous devez regarder à tous les outils qui sont disponibles afin de vous assurer que vous avez couvert ces circonstances. Et il me semble que vous avez indiqué une question plus générale et comment ces gens dans la pauvreté, comment ils choisissent de ne pas utiliser les services de santé parce qu'ils ne peuvent pas les payer. Et vraiment, ça, c'est une inquiétude que tous les pays sont en train de résoudre. Finalement, un mot d'André qui voulait juste participer sur ce sujet. Allez-y. Bonjour tout le monde. C'est bien de revoir certains visages d'autour du monde. Donc, comme membre du groupe d'experts techniques derrière le travail, bien sûr, c'était un rêve. Je fais partie de la réglementation professionnelle depuis 30 ans. Et je me rappelle des premières réunions où on avait senti on devait être humble pour éviter le colonialisme, pour éviter la dominance standard, même la question des pays développés qui est en train de voir, OK, quel standard va être accepté et va être imposé sur le restant. Donc, il faut être humble quand nous voyons les traditions, quand nous voyons les professions et même en juridiction dans un seul pays. Donc, il faut faire vraiment attention parce que personne n'a la vérité. La réglementation, c'est bien d'avoir, c'est comme les pompiers, c'est bien d'avoir des pompiers, c'est une assurance, mais si quelque chose se passe, comment est-ce qu'ils font leur travail? Est-ce qu'ils sont efficaces pour faire face à cet incendie? Donc, nous avons besoin plus de preuves, bien sûr, mais nous devons le penser comme des pompiers. Nous avons besoin d'un setup, nous avons besoin d'une protection publique à quelque part. Et avec cette humilité, et vous allez voir dans les lignes directrices, ça veut dire, OK, voici les ingrédients que nous avons utilisés.
utilisez-le, faites votre propre recette, ajoutez des épices si ça fait partie de votre tradition, de votre contexte local, si ça répond aux besoins que, que vous avez, les besoins de votre situation. Mais en général, voici ce que nous pouvons vous apporter. Et pour moi, ce n'est qu'un début. Quand nous avons fini ce travail, et nous sommes encore en train de travailler, d'attendre la bureaucratie de Genève pour procéder. Et Georgia, vraiment, je sais que votre position est difficile pour pousser le système à publier le document. Mais nous avons dit, ce n'est que le début. Parce que nous voyons le besoin d'avoir plus de preuves, plus de connaissances, et plus de connaissances des différents pays qui n'ont jamais documenté ce qu'on fait. Donc, vraiment, ce n'est que le début, mais c'est très, très positif. Et nous ne sommes pas tristes du manque de plusieurs choses. Nous avons beaucoup d'espoir parce qu'il y a un besoin et une volonté. Donc, juste la question d'Arthur, d'aller au-delà des professionnels. Il y a des professionnels en dehors de la santé qui ont fait du progrès en regardant au contexte du travail des professionnels. Et nous avons des provisions comme les comptables et des professionnels de la santé. Nous avons des provisions au Québec de façon qu'on nous pouvons regarder au travail des professionnels, regarder à l'unité, à l'institution et l'institution où ils travaillent et pouvoir aborder ces institutions avec des recommandations pour toute l'équipe de professionnels qui travaillent là, pour qu'ils puissent être mieux appuyés et avoir un meilleur contexte de travail pour donner des soins de qualité. Donc, ça veut dire qu'il y a un élément et avoir cette approche plus générale. Donc, encore une fois, merci beaucoup à toutes ces personnes. Et vraiment, je veux avoir ces lignes directrices. Et comme j'ai dit à Jojo, il y a quelques jours passés, les gens aimeraient le voir pour y croire. Merci, merci beaucoup. Donc, nous avons dépassé un peu l'heure. Il me semble que nous devons fermer cette réunion. Je veux remercier le panel, vraiment. C'était une session excellente. Et j'ai regardé, étudié tout ceci, la réglementation professionnelle pendant plusieurs années. Et vraiment, c'est une merveilleuse façon de démontrer ce sujet important. Ivy, c'est à vous. Merci tout le monde. Un applaudissement d'ici du public. Et nous allons prendre une pause de 12 minutes. Nous allons commencer à 9h45 avec le prochain panel. Donc, merci encore tout le monde.